changement de décor. Bonjour à tous, ici Mookie de Chandaga et bienvenue à ce troisième épisode de Mookie Taben. Au fond, on est exactement à la même place, sauf que je suis assise, donc vous voyez ma chaise et mon cheval qui va nous accompagner. J'ai changé de décor pour 3 raisons. Ça me prend beaucoup de temps filmer avec la caméra professionnelle parce que il faut que j'installe le trépied, il faut que je recharge les batteries si batterie il y a rechargé, il faut que je surveille la carte mémoire. Ça me prend genre une demi-heure pour dire un paragraphe parce que ça me rend trop nerveuse pour une raison ou une autre. Cette caméra-là me rend nerveuse, mais avec mon cellulaire, avec lequel je filme présentement cette vidéo, c'est beaucoup plus naturel. C'est sûr que ça fait plus vlog, donc la qualité va être moindre, mais je crois que ça va nous faciliter la tâche à tous. En plus, les vidéos sur la caméra professionnelle sont extrêmement lourdes pour mon disque dur, et ça peut prendre des heures parce qu'il y a trop de gigs pour finalement vous donner une image plus nette. J'ai trouvé que c'était plus simple. Puisque je suis de retour aux études, c'est plus facile de tout maîtriser depuis mon cellulaire. Vive la technologie! J'espère que vous apprécierez ce côté plus vlog. Ça ne va pas nous empêcher de profiter de la littérature. Ce mois-ci, c'est une surprise, autant pour vous que pour moi, parce que à l'origine... Ah zut! Mon trépied, c'est une pile de livres. C'est une montagne de livres, et je pense que le livre que je voulais vous montrer est là-dedans. Oui, il y est. C'était Le Dieu des petits riens, The God of Small Things, par l'auteur dont je vais écrire le nom en post-production, qui est un livre sur le Kerala, qui est un état de l'Inde, du sud de l'Inde, que j'aimerais beaucoup visiter, et je voulais vous le faire découvrir, sauf que ça a été un très gros mois de septembre, et je me suis rendu compte que c'était irréalisable de lire un roman de 200 quelques pages, 300, je pense que c'est presque 300 pages, en moins d'une semaine. J'ai mal géré mon temps, donc j'ai décidé de choisir un autre livre. C'est un recueil de poésie et c'est Milk and Honey, lait et miel de Rupi Kaur. Je sais pas si je le dis comme il faut, je m'excuse. C'est pas une chanson, Milk and Honey. C'est une surprise parce que j'ai acheté ce livre un peu par hasard. J'avais une mauvaise journée, donc je suis allée acheter des livres. Et dans cette librairie-là, j'ai découvert qu'il y avait une section de livres en anglais et une section de poésie étrangère. Donc j'ai exploré un peu et je me suis souvenue que j'avais entendu parler de Milk and Honey. J'en ai pas beaucoup entendu parler sur Booktube, mais j'en ai beaucoup entendu parler dans les autres cercles littéraires. J'ai entendu dire que c'était une grande révélation dans le domaine de la poésie et de la littérature, alors pourquoi pas? Bien sûr, c'est un recueil de poésie, alors je ne peux pas l'évaluer de la même façon, mais je vais faire de mon mieux. J'ai suivi quelques cours de poésie et j'en ai écrit un peu moi-même. J'ai été curieuse de retrouver dans la poésie de Rupi Kaur des traits que je retrouvais aussi dans la poésie contemporaine québécoise. Je savais que c'était, disons, le style de notre époque, mais je ne savais pas que c'était international. Alors ça a été une belle surprise. Donc, les traits de notre poésie contemporaine, en gros, grosso modo, des textes plus courts, beaucoup de vers libres. C'est une poésie beaucoup plus à fleur de peau, qui va chercher la poésie dans le fond et non dans la forme. Donc, moins de figures de style, beaucoup de métaphores, cela dit. C'est presque des haïkus, presque. Ça imite un peu le style des haïkus parfois ou des phrases motivantes que vous pouvez trouver sur Tumblr, dans le pire des cas. Aussi, il y a une grosse présence de l'auteur, du moi. C'est quelque chose de très intime par moments, de très dur, mais quand je vais vous parler des personnages, je ne vais pas nécessairement parler de Rupi Kaur elle-même, parce que il faut apprendre à distancier le livre de son auteur. C'est ce que j'apprends cette session-ci à l'université comme par hasard. Il ne faut pas toujours se fier au vécu d'un auteur pour se dire qu'il a écrit telle chose ou qu'il a mis en scène tel personnage ou telle intrigue. Alors, quand je vais parler de personnages, je vais parler de la poète ou la narratrice, mais jamais de l'auteur, parce que je ne sais pas de source sûre, je ne peux pas jurer que ce sont toutes des expériences personnelles de l'auteur. Je veux pas analyser l'auteur, finalement, je veux juste analyser l'œuvre. J'espère que c'est clair comme ça. Sur ce, nous enchaînons avec Rupi Kaur, Milk and Honey, lait et miel, en français. De quoi ça parle? C'est un recueil de poèmes en 4 parties. La douleur concerne beaucoup plus l'enfance, son rapport aux hommes, son rapport à sa famille qui brime les femmes, qui la brime elle, la poète. L'amour, c'est la première grande histoire d'amour. Ensuite, il y a la rupture, le titre le dit lui-même,
et la guérison. La guérison ne concerne pas que la guérison de la rupture amoureuse, mais aussi une espèce de libération entière de sa personne, elle en tant que femme. Le style de Rupi Kaur est très proche de la poésie contemporaine québécoise que j'ai déjà lue. Je vais vous en lire quelques extraits tout de suite. Naturellement, je vais vous les lire en français parce que je n'ai pas trouvé la version originale. Donc, gardez en tête que les sous-titres que je vais mettre seront des titres de traduction libre parce que je n'ai pas accès au texte original. Non, ce ne sera pas le coup de foudre quand nous nous rencontrerons, ce sera le coup de souvenir, parce que je t'ai vu dans les yeux de ma mère quand elle m'a dit d'épouser le genre d'homme que je voudrais faire de mon fils. Tu es la ligne ténue entre la foi et l'attente aveugle. Être douce, c'est être puissante. Ça, c'est plus un mantra. C'est plus proche du mantra que du poème. Les poèmes ont une frontière très poreuse, je vais pas m'embarquer là-dedans. Mais il y a certaines petites phrases comme ça à travers le recueil qui tiennent plus de Tumblr. Je veux pas juger parce qu'il y a certaines phrases très communes, certains lieux très communs qui résonnent encore chez quelques personnes, ce pourquoi on les entend encore aujourd'hui. Je vais vous donner un exemple de lieu commun, comme ça va peut-être être plus clair. Ta beauté m'a tenté, mais tu m'as piqué quand je me suis rapprochée de toi. Et on a même l'image d'une main avec une rose. L'image de la rose qui pique, c'est du déjà vu, c'est du remâché, du remâché. Pour moi, ça avait beaucoup moins d'impact que les autres extraits que je viens de vous lire qui, chez moi, ont résonné. Parfois, j'ai trouvé certaines phrases plus immatures, certains poèmes plus immatures, beaucoup plus des généralités que quelque chose de senti, de profond. Ce qui la distingue surtout dans son style, c'est son refus d'employer des majuscules. Mon interprétation personnelle, c'est qu'elle a une espèce de souci d'égalité homme-femme, un penchant féministe qui se souligne formellement par le refus qu'il y ait une lettre plus haute que l'autre. Les personnages. Il n'y a pas vraiment de personnage à proprement parler. Il y a la narratrice, la poète que nous assumons être Rupi Kaur sous toute réserve. Il y a son amoureux, celui pour lequel elle a très mal dans la période de la rupture. Désolée si je vous vends le punch. Je veux dire, les 4 parties s'appellent comme ça. Il y a sa famille, son père. Elle adresse un très beau texte à son père sur le fait qu'ils ne sont pas capables de communiquer ensemble parce que son père a vécu des gros traumatismes dont il ne peut pas parler, donc il y a de la misère avec ses émotions, il y a de la misère à s'exprimer. Et c'est dans les banalités, finalement, qu'ils prennent de leurs nouvelles, qu'ils savent qu'ils s'aiment l'un et l'autre. Elle parle des femmes de sa famille, à quel point elles ont appris à vivre la bouche fermée. Il y a des apostrophes au monde, aux femmes punjabi. Il y a beaucoup de messages universels. Dans ce livre, finalement, on peut dire que la narratrice est le noyau et elle s'adresse à tout le monde, son entourage et l'univers. La narratrice suit une belle évolution. On a vraiment accès à sa profondeur, son moi profond, mais on n'a pas accès à l'intériorité des autres, ce qui est naturel, ce qui est normal. Les idées. Je vais plus parler de thèmes que d'idées, parce que les idées impliquent qu'il y a une trame narrative, alors que c'est plus les thèmes qui sont traités à travers la poésie. Dans ce cas-ci, l'amour, naturellement, sous toutes ses formes, la manipulation qui peut être confondue avec de l'amour, la douleur de la rupture, l'amour passionnel, l'amour charnel, le féminisme, l'estime de soi. Elle parle beaucoup d'agression sexuelle dans la première partie. C'est très lourd. C'est très sensible. Elle parle de la pilosité féminine, elle l'assume, elle en parle, elle dit que c'est beau. Elle parle de l'acceptation de son corps, de l'acceptation de son physique, des thèmes qui sont très universels, mais justement, parce que c'est tellement contemporain, c'est tellement universel, sans vouloir rechercher l'originalité absolue, je considère que elle n'est pas tant aller chercher loin finalement. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est difficile de broder sur des thèmes qui ont déjà tellement été utilisés. Alors je comprends que j'ai l'impression d'avoir déjà lu ça et que j'ai l'impression que ça change pas grand-chose. Mais en fait, si cette poésie-là ressemble à la poésie que j'ai déjà lue, ça veut dire que quelque chose cloche, ça veut dire que il n'y a rien de changé finalement. Il y a un nœud commun dans tous ces textes-là qu'il faut apprendre à dénouer parce qu'on peut observer une espèce de cycle et la 4e partie, c'est la libération, le message que il faut que ça change, il est temps que quelque chose change dans notre société même si c'est minime. L'histoire.
Ben, l'histoire, on en a déjà parlé, c'est une évolution qui évolue vers quelque chose de plus personnel et qui évolue finalement vers un message universel. Ça conclut sur un message qui s'adresse à toutes les femmes, à tout l'univers. Le seul reproche que je pourrais lui adresser, c'est que dès le début, on sentait déjà qu'il y avait un caractère. Elle se compare à du feu, les hommes de sa famille lui disent de se taire, elle refuse. Et dans le milieu, c'est comme si elle avait oublié qu'elle avait toute cette belle estime d'elle-même pour s'oublier dans l'amour et dans la rupture. C'est là en fait que j'ai vraiment commencé à décrocher et à trouver que ça ressemblait à ce que j'avais déjà lu. Et le message final vient comme une révélation, comme si toutes les leçons qu'elle avait apprises venaient essentiellement de l'amour et de la rupture, parce que en tant que lectrice, moi j'ai déjà oublié la première partie. Alors je pense que c'est quelque chose dans le choix des poèmes. Il aurait fallu qu'il y ait un équilibre entre le fait qu'elle avait quand même confiance en elle-même pendant la période d'amour et de rupture, même si c'est plus difficile quand on traverse une rupture, pour qu'on n'oublie pas que la narratrice se considère comme un personnage à part entière, parce que je le sentais déjà dans la première partie, ça a vraiment passé à la trappe dans les deux autres parties. Les informations, il y en a pas beaucoup. On apprend qu'elle est Sikhi, on apprend qu'elle vient d'une communauté punjabi, la narratrice. C'est difficile, vous voyez. Ça parle des tabous dans une famille indienne. Cependant, il n'y a pas d'informations sur la culture spécifiquement. On a tellement tendance à mettre tout le monde dans le même panier et à faire des généralités qu'on ne voit plus finalement l'humain. On voit la culture, on voit l'histoire, mais on ne voit pas l'humain, on ne voit pas la génération actuelle, on ne voit pas les changements, on voit juste une image qu'on s'est faite. Donc si vous voulez vraiment un témoignage, lisez ce recueil de poèmes, analysez les poèmes, décortiquez-les, savourez-les, parce qu'ils sont très beaux, et lisez-le avec un esprit ouvert, parce que c'est pas quelque chose de conservatif, c'est pas quelque chose de fleuri et obscur et hermétique, c'est quelque chose de très humain. Extra! Il y a beaucoup d'images, comme celle-ci, ici. Il y a celle-là ici que j'aime beaucoup. J'aime bien regarder, ça c'est un beau scorpion. J'aime que ça soit une espèce d'état brouillon, comme si la poète n'était pas encore achevée, elle n'en est pas à son stade final, c'est encore un brouillon, c'est encore quelque chose d'imprécis, mais qui va se préciser avec le temps, au fur et à mesure que des couleurs seront ajoutées, que des détails seront ajoutés pour filer la métaphore. Les titres sont à la fin des poèmes, ici, quand on demande si on peut rester amis. Ce qui m'a rendue un peu confuse parce que d'habitude, quand on met un titre en fin de poème, ça laisse sous-entendre que c'est tiré d'un autre recueil. Donc je pensais que c'était un condensé des meilleurs poèmes de plein d'autres recueils, mais non, c'était juste un effet de style. Comme dans les livres de Sandhya Menon, il y a une petite lettre d'amour de moi à toi, pour le lecteur, que j'ai trouvé vraiment adorable. Je vais finir avec un dernier extrait, celui qui m'a le plus touchée. Je sais que je devrais m'effondrer pour des motifs plus sérieux, mais as-tu vu ce garçon pour qui le soleil tombe à genoux chaque nuit? C'est beau, hein? Je sais que je vous avais dit que je n'idéaliserais pas les livres, mais c'est parfois très difficile parce que ça reste quand même mon opinion subjective. Mon opinion subjective, oui, très bien, pléonasme. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié ce 3e épisode de Mookie Taben. N'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo et nous nous reverrons très bientôt. Ciao!